Naturopathie, les grands systèmes alimentaires. Cours numéro 106. On appelle système alimentaire toute façon particulière de s'alimenter, généralement prônée par son initiateur et adoptée par un assez grand nombre d'individus. Certains systèmes alimentaires sont très largement suivis. Dans notre cas, les adeptes se font un peu plus rares. Néanmoins, ces derniers suivent des règles alimentaires bien établies, ce qui permet de parler de système. Certains systèmes alimentaires existent depuis tellement longtemps et sont suivis par tellement d'individus qu'on ignore leur origine. Ce sont des systèmes qui semblent s'imposer d'eux-mêmes et qui sont reconnus d'une façon officielle. Ces systèmes ne sont pas nécessairement plus valables pour autant. Le tout premier système alimentaire sur lequel nous devons nous pencher est l'omnivorisme. Il s'agit d'un système très largement reconnu dans le monde occidental. C'est évidemment aussi celui qu'on connaît le mieux, puisque c'est le système alimentaire le plus répandu autour de nous. Comme son nom l'indique, c'est un système qui prône une alimentation variée, incluant des produits carnés, des sous-produits animaux, des céréales, des fruits, des légumes, etc. Dans ce système, on ne porte pas une attention spéciale à la qualité des aliments. On se contente de consommer ce que le marché conventionnel offre. Les additifs alimentaires ont leur place. Les aliments raffinés ne semblent pas poser de problème. En d'autres mots, on consomme un peu tout ce qui nous tombe sous la dent. Le terme omnivorisme est d'ailleurs un peu trompeur. Les adeptes de ce système ne sont pas de véritables omnivores. Par exemple, ils ne consomment généralement pas d'insectes, ils ne consomment pas de vers de terre, ils ne consomment pas non plus de bois comme le font les termites. Les viandes qu'ils consomment sont habituellement cuites. Elles proviennent d'animaux morts et non pas vivants. Dans les milieux officiels, l'omnivorisme est présenté comme étant une façon idéale de s'alimenter. Dans les faits, il est permis d'en douter. Le simple fait qu'on adopte dans l'omnivorisme une attitude très conventionnelle en matière alimentaire ne paraît pas très souhaitable. On ne trouve pas dans l'omnivorisme ce souci de faire mieux, de se particulariser, de s'améliorer. En fait, on se contente de suivre le courant. On suppose que si à peu près tout le monde s'alimente de cette façon, il faut que ce soit la bonne. Le principe mis de l'avant de l'omnivorisme s'inscrit davantage dans la recherche de ce qui est plaisant et facile en matière alimentaire que dans un but de santé. Pour l'omnivore, l'alimentation doit être agréable, il ne faut surtout pas se priver de rien. On pourrait dire que les omnivores vivent un peu pour manger, plutôt que de manger pour vivre. Le deuxième grand système alimentaire qu'il nous faut maintenant examiner est celui qu'on appelle le naturisme ou l'alimentation naturiste. Parce que le naturisme déborde largement la question alimentaire et met l'accent sur l'application d'un certain nombre de facteurs naturels de santé, il existe une distinction très nette entre l'omnivorisme et l'alimentation naturiste. Dans cette dernière, on rencontre une préoccupation pour la santé, le naturisme, qu'il ne faut pas confondre ici avec le nudisme, préconise une alimentation nettement plus qualitative que celle de l'omnivorisme. Dans le naturisme, on rencontre un souci sérieux pour la consommation d'aliments sains. Bien que le naturiste inclue les viandes dans leur alimentation, ils font des efforts pour rechercher les viandes les plus saines et en limitent la consommation. Ils soutiennent que les viandes ne devraient pas être consommées plus d'une fois par jour. Les plus exigeants limitent leur consommation de viande à 3 ou 4 fois par semaine.
Les naturistes portent d'ailleurs une attention toute spéciale à tous les aliments, à tous leurs aliments, pardon. Ils refusent notamment de consommer des aliments raffinés et dénaturés. Les aliments qui renferment des additifs alimentaires indésirables sont également écartés. Ils recherchent des aliments purs. De plus, l'alimentation naturiste reconnaît le bien fondé de la notion des suppléments alimentaires. Il est clair que l'alimentation naturiste est supérieure à l'omnivorisme conventionnel. Ce fait est tellement évident qu'il mérite d'être mentionné ici, même si le but de ce cours n'est pas de porter un jugement sur un système alimentaire plus qu'un autre. Les individus qui portent une attention spéciale à la qualité de leur alimentation posent un geste valable. Ils ont plus de mérite que ceux qui se laissent porter par le courant des idées conventionnelles. Ils font preuve de plus d'initiative et de détermination. Ce sont des gens qui se prennent en main, alors que les autres se laissent prendre en main. Le prochain grand système alimentaire que nous devons examiner est celui du végétarisme. Comme on le sait, il existe des gens qui refusent de consommer des produits carnés. Les raisons qui justifient ce choix sont variées. Certains le font pour des raisons philosophiques. Ils refusent de participer à la souffrance que l'omnivorisme impose aux animaux. À n'en pas douter, il s'agit là d'une noble pensée. La consommation de chair animale suppose évidemment que des animaux ont été tués. Ceci ne se fait pas sans souffrance. Elle suppose aussi des méthodes d'élevage qui sont plus souvent douteuses parce qu'elles imposent souvent aux animaux de sévères contraintes. Celui qui refuse de participer à toutes ces souffrances fait preuve d'une élévation d'esprit. À ce sujet, si les gens devaient tuer eux-mêmes les animaux qu'ils consomment, il est permis de penser que beaucoup d'entre eux s'orienteraient vers une alimentation végétarienne. Si, lorsqu'ils commandent du poulet, ils recevraient chez eux 1 ou 2 poulets vivants, les chances sont grandes qu'ils commanderaient plutôt une pizza. Mais lorsque d'autres tuent à notre place les animaux dont nous consommons la viande, nous n'avons pas l'impression de participer à une tuerie. Mais dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Les omnivores sont responsables de la tuerie des animaux qu'ils consomment. Il y a aussi des adeptes du végétarisme qui choisissent de ne pas consommer de viande pour des raisons de santé. Ils estiment que l'être humain n'est pas un carnivore et que, par conséquent, la consommation de viande ne lui convient pas. Ils croient que l'être humain appartient plutôt à la famille des frugivores, comme c'est le cas des grands singes anthropoïdes, gorilles, orang-outans, chimpanzés, etc. Dans la grande famille du végétarisme, on trouve plusieurs catégories d'adeptes. Il y a, dans un premier temps, celle que l'on appelle le faux végétarisme. En effet, certains individus qui se targuent d'être des végétariens ne le sont pas vraiment. C'est le cas de ceux qui prétendent ne pas consommer de viande parce qu'ils s'abstiennent de viande rouge. Ils consomment cependant du poulet, comme si les viandes blanches n'étaient pas des viandes. Une telle attitude est insensée. Ces gens ont évidemment le droit de consommer des viandes blanches, mais ils n'ont pas le droit de prétendre qu'ils sont végétariens. Par définition, le végétarien est celui qui ne consomme pas de produits carnés, quels qu'ils soient. On rencontre aussi des gens qui ne consomment ni viande blanche ni viande rouge, mais qui consomment du poisson. Le poisson est un produit carné. C'est la chair d'un animal. On ne peut pas être végétarien et consommer du poisson. Si les gens qui consomment à l'occasion un peu de viande blanche et du poisson voulaient être rigoureux avec les mots, ils diraient qu'ils ont adopté une alimentation quasi végétarienne, mais qu'ils consomment encore un peu de produits carnés. S'il existe de faux végétariens, il en existe aussi des vrais. Ce sont des gens qui excluent toute consommation de viande de leur alimentation. Ils ne consomment pas de viande rouge, pas de viande blanche, pas de poisson, pas d'abats, pas de fruits de mer.
Ils peuvent cependant consommer des sous-produits animaux sans perdre pour autant leur statut de végétarien. Le lait, la crème, le beurre, le fromage ne sont pas incompatibles avec l'alimentation végétarienne. Pas plus d'ailleurs que la consommation d'œufs. Les gens qui consomment des produits laitiers sont appelés des lacto-végétariens. Ceux qui consomment des œufs sont appelés des ovo-végétariens. Ceux qui consomment des produits laitiers et des œufs sont des lacto-ovo-végétariens. Puisque la grande majorité des végétariens sont tels des consommateurs de sous-produits animaux, le lacto-ovo-végétarisme constitue la norme en matière de végétarisme. Néanmoins, il existe des individus, moins nombreux bien sûr, qui pratiquent un végétarisme plus strict. Ils n'incluent pas de produits laitiers dans leurs alimentations. Ils ne consomment en fait que des végétaux. Pour se distinguer des végétariens, ils qualifient parfois leur façon de s'alimenter de végétalisme et on les appelle des végétaliens. À vrai dire, les termes végétarisme et végétalisme sont des synonymes. Il existe une autre catégorie de végétarisme assez spéciale, le véganisme. Cette mesure est pratiquée par les végétariens les plus purs. Ces individus non seulement ne consomment pas de sous-produits animaux, y compris le miel, mais ils s'abstiennent de toutes les formes d'exploitation animale. Ils ne portent pas de manteau de fourrure, de souliers en cuir, de ceinture en cuir, etc. Leurs préoccupations en faveur des animaux sont totales. Certains disent que les adeptes du véganisme frôlent le fanatisme. En réalité, leur comportement témoigne plutôt d'une haute valeur morale. Il existe aussi d'autres systèmes alimentaires beaucoup moins connus, mais qui ont néanmoins été mis de l'avant et que l'on peut commenter rapidement. Certains individus ont prôné le fruitarisme comme type idéal de consommation, d'alimentation. Comme son nom l'indique, ce système consiste à ne consommer que des fruits. Ce système peut sembler limitatif à plusieurs. Mais lorsqu'on réalise la très grande variété de fruits qui est à notre disposition, on se rend compte que ce type d'alimentation demeure réaliste. Beaucoup de gens ignorent ce que sont vraiment les fruits. La tomate est un fruit. Le piment, qu'il soit rouge, orangé ou vert, est un fruit. Le concombre, la citrouille, la courge, l'avocat sont des fruits. D'une certaine façon, les noix sont des fruits. On dit que ce sont des fruits oléagineux. Les gousses de fèves, lorsque les légumineuses qui s'y trouvent n'ont pas encore atteint leur maturité, peuvent être considérées comme des fruits. En fait, on définit un fruit comme étant la partie comestible d'un végétal qui résulte de la pollinisation d'une fleur. L'alimentation macrobiotique, aussi appelée macrobiotique, qu'on doit au japonais George Ohsawa, a été proposée à la fois comme une philosophie, un art de vivre et une manière de se nourrir. Elle introduit le principe d'équilibre du yin et du yang. Ce principe est très particulier et difficile à admettre. Par exemple, les légumes dont les racines sont peu profondes seraient yin, alors que celles dont les racines sont profondes seraient yang. Les céréales constituent des aliments de base de la macrobiotique. On estime que leur teneur en minéraux est la plus proche de celle du corps humain. Quant aux fruits, ils contiendraient, toujours selon la macrobiotique, beaucoup trop de potassium. Évidemment, les principes de la macrobiotique ne concordent pas avec ceux de la naturopathie. Le potassium des fruits est jugé souhaitable en naturopathie puisqu'il justifie en partie le résidu alcalin laissé dans l'organisme, comme nous l'avons vu dans notre cours sur les résidus acido-basiques des aliments, cours numéro 104. Toujours à la lumière des principes de l'approche hygienomiste, ajoutons qu'une forte consommation de céréales laisse un trop grand résidu d'acide dans l'organisme. Ajoutons aussi que l'alimentation macrobiotique fait peu de place aux crudités. Elle met cependant beaucoup l'accent
sur la nécessité de la mastication. Le germivorisme préconise une alimentation à base de graines germées. Ces graines peuvent être des céréales ou des légumineuses. La richesse nutritive de ces graines germées, germination, est remarquable. Les germinations ont notamment été mises de l'avant par l'américaine Anne Wigmore. Elles sont utilisées surtout en tropothérapie, alimentation thérapeutique, dans le traitement de plusieurs maladies. Bien qu'elles puissent être considérées comme un système alimentaire, les germinations s'inscrivent dans un contexte plus général que certains appellent l'alimentation vivante. Sous ce vocable, cette dernière inclut les graines germées, les jeunes pousses, les fruits et les légumes crus. Remarquons ici que la consommation de grains germés ne peut pas être considérée comme une alimentation à base de céréales ou de légumineuses, mais bel et bien comme de jeunes pousses de légumes. Sous cet angle, l'alimentation vivante devient une forme de végétarisme basée sur la consommation de fruits et de légumes crus. Sa valeur thérapeutique ne fait aucun doute. Le fletcherisme, malgré sa simplicité, peut avoir sa place dans les systèmes alimentaires. Il a été mis de l'avant par Horace Fletcher, un Anglais né en 1849 et décédé en 1919. Gravement malade, Fletcher parvint à retrouver la santé simplement en mastiquant à fond ses aliments. Il écrivit plusieurs ouvrages sur le sujet et fonda une association de masticateurs. Il fut d'ailleurs éventuellement connu sous le nom de grand masticateur. Sa technique exige de mâcher 36 fois chaque bouchée avant d'avaler un aliment. Fletcher se rendit compte que les aliments crus se prêtent beaucoup mieux à la mastication que les aliments cuits. De plus, Fletcher avait remarqué qu'une mastication très poussée lui permettait de bien se nourrir avec un apport alimentaire réduit, tout en disposant de plus de force. Il est clair qu'un aliment complètement mâché se digère beaucoup mieux qu'un aliment avalé rapidement. Si la digestion est meilleure, il en résulte aussi une meilleure assimilation et moins de toxines à éliminer. Dans les soins à proposer aux malades, surtout dans le cas des troubles digestifs, le naturopathe ne doit jamais oublier les mérites du fletcherisme. Cette méthode simple présente une grande efficacité. Leucocytose digestive. Il importe de souligner maintenant un phénomène relié au végétarisme et plus particulièrement à la consommation de végétaux crus. Je veux parler ici de la prévention de la leucocytose digestive, c'est-à-dire de cette réaction de défense de l'organisme qui mobilise un plus ou moins grand nombre de leucocytes qui se concentrent dans le sang au niveau de la paroi intestinale, dépendamment des aliments consommés. Ce phénomène a été mis de l'avant par le docteur Paul Kouchakov de l'Institut de chimie clinique de Lausanne vers les années 30. Ce chercheur a constaté que l'ingestion d'aliments cuits entraîne dans le sang, ce qui se situe dans la région des organes digestifs, une augmentation du nombre de globules blancs. Normalement, on trouve environ 5000 globules blancs par millimètre cube de sang. Une ingestion de fruits crus ou de légumes crus n'entraîne pas cette leucocytose digestive. Mais si on fait cuire ces aliments, on note une concentration plus élevée des globules blancs dans la muqueuse des organes digestifs. Dépendamment des aliments cuits qu'on consomme, la leucocytose digestive peut durer quelques petites minutes à quelques heures. La consommation des viandes, des charcuteries et des abats provoque une forte leucocytose digestive. Celle des autres aliments cuits, les œufs, les nouilles, les fritures, etc., entraîne aussi une leucocytose assez forte. C'est le cas aussi du sucre blanc et du vinaigre. Les fruits et les légumes, cuits à basse température, produisent une leucocytose moins forte. On peut interpréter la leucocytose digestive comme étant une réaction protectrice de l'organisme qui se défend contre une situation dérangeante. Tout aliment qui provoque une telle réaction de défense de l'organisme
indique qu'il ne convient pas vraiment à nos besoins nutritionnels. Cette réaction ne peut nécessairement être reliée à des états pathologiques. Elle indique cependant une difficulté rencontrée par l'organisme, difficulté qui peut être évitée. Dans la recherche d'une saine alimentation, le phénomène de leucocytose digestive ne devrait pas être ignoré. Pourtant, les recherches de Kouchakov n'ont jamais soulevé le moindre intérêt dans les milieux officiels. Elles n'ont même pas été reprises par d'autres chercheurs. Pourtant, le phénomène de la leucocytose digestive semble suffisamment sérieux pour qu'on y prête attention. Fin de ce cours.